Bonjour et bienvenue à la section 5, préparation au travail et à l'accouchement. Mon nom est Lucie Guibard, je suis infirmière clinicienne spécialisée en périnatalité et depuis plus de 35 ans au CIS de la. Dans la section 5, nous parlerons de la venue au monde de bébé et du retour à la maison avec. Première chose que votre bébé va avoir au moment de sa naissance, c'est un scar. Alors, on appelle le scar d'Apgar parce que c'est Madame Virginia Apgar qui a développé ce genre d'évaluation, plus précisément dans les années 50. Elle voulait avoir un scar qui pourrait prédire finalement le potentiel de mortalité néonatale à ce moment-là. Et c'est le tableau qu'elle a développé pour faire en sorte de donner un score à la naissance du bébé. Ce score est fait à 1 minute de vie et à 5 minutes de vie et il est évalué par l'infirmière qui est présente au moment de la naissance du bébé. Donc, c'est cinq choses qui vont être regardées. Si on regarde Apgar, A-P-G-A-R, le A étant pour l'apparence, donc fait référence à la coloration de la peau. On va regarder à 1 minute et à 5 minutes de vie de quelle couleur est la peau de votre bébé. Le P pour le pouls, donc la fréquence cardiaque. Et l'infirmière est capable, sans même avoir un stéthoscope, de voir à combien se situe le rythme cardiaque de votre nouveau-né juste en mettant sa main soit autour du cordon ombilical au moment de la naissance ou en mettant ses doigts sur le côté gauche de sa poitrine où est finalement le cœur du bébé. Et tout ça se fait très rapidement et on est capable, juste par ces évaluations-là, de savoir si la fréquence cardiaque est en bas de 80, en bas de 100 ou en haut de 100. Évidemment, à 5 minutes de vie, habituellement, l'infirmière va reprendre son stéthoscope, mais ça se pourrait qu'elle le refasse encore juste en mettant ses doigts sur l'abdomen de bébé et en pouvant le calculer elle-même. Le G pour grimace, donc ça fait référence à la réaction à la stimulation. Donc, c'est surtout qu'on va regarder si le bébé est capable de réagir au moment de la naissance. Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il réagit bien? Le A pour activité, donc celui-là est surtout relié au tonus musculaire. Alors, est-ce qu'il bouge bien? Est-ce qu'il y a la flexion? Est-ce qu'il est très actif? C'est tout ça que l'infirmière va évaluer. Et le dernier, le R, respiration. Alors, ça fait référence aux efforts respiratoires que votre bébé va faire. Alors, c'est sûr que si, en sortant de votre utérus, il arrive sur votre ventre, le cordon n'est même pas encore coupé et qu'il pleure vigoureusement, que ses membres sont tout roses, qu'il bouge, qu'il plie ses bras, qu'il envoie ses petites jambes un peu partout, et qui, évidemment, s'il est rose partout, son cœur est en haut de 100, c'est à peu près certain. Alors, ce score est sur 10. On assigne 2 points par chaque catégorie, ce qui va donner sur 10 points. Donc, à 1 minute de vie, on va donner un score. Et après 5 minutes, on va refaire le même exercice pour voir votre enfant est rendu à quel niveau. C'est assez fréquent chez une naissance où tout va bien, que les scores soient vraiment très élevés. Alors, on va donner souvent 8, 9 sur 10 à 1 minute et 9 sur 10 à 5 minutes. C'est très rare qu'on va avoir un 10 sur 10. Le bébé va perdre habituellement des points sur la coloration de la peau parce qu'un nouveau-né, quand il naît, très rarement, il sera rose partout. Il va être rose partout, mais avec les extrémités bleues. Donc, les paumes des mains et les plantes des pieds, habituellement, vont rester bleues pendant quelques heures, même des fois une journée. C'est variable, mais c'est tout à fait normal. Donc, il y a des infirmières qui vont en tenir compte et qui vont donner un score de 9 sur 10 et d'autres infirmières qui vont dire, ben, comme c'est normal, on va donner un 10 sur 10. Donc, mais dans les vrais, ça devrait être toujours 9 sur 10 parce qu'effectivement, les extrémités sont habituellement un peu plus bleutées. Alors voilà, ce n'est pas un score sur évidemment le QI de votre bébé, il faut faire attention, c'est vraiment un score de son état de santé au moment de sa naissance et c'est très ponctuel à 1 minute et à 5 minutes de vie et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des soins à la mère? Donc, les soins à la mère, c'est sûr qu'au moment de la naissance du bébé, il va y avoir une toilette vulvaire qui va se faire. La toilette vulvaire, elle se fait à l'intérieur même de la chambre de naissance suite à la naissance. Donc, on va bien nettoyer, on va appliquer une serviette sanitaire que vous allez apporter. On va vous mettre évidemment une belle couverture chaude sur vous pour vous réchauffer parce qu'après un accouchement où on a été
sans couverture et on a fait beaucoup d'efforts, ben, il va y avoir des tremblements qui vont se mettre de la partie. L'adrénaline aussi qui était au plafond qui va descendre parce que maintenant tout est terminé et on a un beau bébé dans nos bras. Alors, tout ça va être fait au moment, tout de suite après la naissance. Les pertes sanguines, qu'on appelle des lochies, ces pertes sanguines-là vont commencer directement suite à la naissance du bébé. C'est le placenta, lorsqu'il est évacué, ça crée une immense plaie, si on peut dire ça comme ça, à l'intérieur de l'utérus qui va saigner pendant quelques jours, le temps que tout ça se cicatrise à l'intérieur. Alors, les lochies, au départ, vont être rouge rosé, évidemment, et vont s'en aller vers le brun. Certaines femmes vont en avoir pendant quelques jours, d'autres, ça va être un peu plus long, mais habituellement, les pertes sanguines devraient être terminées à l'intérieur de 5 à 7 jours suite à la naissance. Les lochies vont être vérifiées par les infirmières au module naissance, au module, excusez-moi, mère-enfant. Mais rendu chez vous, habituellement, la plupart des femmes vont presquement plus en avoir. On parle de 24-48 heures. Il y a certaines femmes vont en avoir encore un peu, mais ça devrait plus être rouge sang et en imbiber une serviette à l'heure. Alors, si vous avez rendu à la maison des écoulements de sang rouge clair et que vous imbibez une serviette à l'heure, vous devez retourner à l'hôpital, au centre hospitalier, pour être capable de faire voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, les tranchées qu'on appelle des contractions, chez un premier bébé, les tranchées suite à l'accouchement sont plus rares, mais suite à un deuxième ou un troisième accouchement, on va avoir des tranchées, c'est ça comment on les appelle. Ce sont des contractions qu'on va ressentir dues au fait que l'utérus se recontracte pour être capable de diminuer et de minimiser les saignements. Et un utérus, c'est un muscle, mais un muscle malheureusement qu'on ne peut pas contrôler soi-même. Alors, il va essayer, comme c'est un muscle, il va contracter pour vraiment essayer de ramener l'utérus à sa forme initiale. Et quand c'est des grossesses ultérieures, ben, on va les ressentir de façon beaucoup plus franche que quand c'est un premier bébé. À l'hôpital, on va faire la surveillance des signes vitaux, évidemment. On va vérifier votre périnée, on va vérifier le fond utérin. Le fond utérin, c'est votre utérus. On veut savoir à quelle hauteur il va se situer. Habituellement, il va se situer autour de la hauteur du nombril. Il pourrait se situer légèrement plus bas, mais s'il est beaucoup plus haut que ça, il faut regarder avec vous, est-ce que vous avez été uriné dans les dernières heures, etc., parce qu'une vessie qui serait remplie d'urine va faire remonter l'utérus. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que l'utérus n'est pas capable de contracter avec une qualité maximale, optimale, et on peut se retrouver avec des saignements utérins pour lesquels on n'a pas besoin, qu'on ne veut pas, et ceci dû juste au fait que votre vessie n'est pas vidée. Et tout ça va être vérifié, évidemment, les lochies en même temps, les pertes sanguines, par le personnel médical. Quand vous arrivez à la maison, l'important pour vous, c'est de vérifier, évidemment, vos lochies, toujours bien regarder quelle sorte de sang. Si c'est du sang brun, du sang ou pratiquement plus de sang, c'est normal. Et souvent, quand on allait, ben, ça va saigner un petit peu plus pendant l'allaitement parce que ça contracte l'utérus. Mais autrement que ça ne devrait pas être plus que ça. Évidemment qu'à l'hôpital, on va vous faire un grand soutien à l'allaitement et aussi au retour à la maison par les infirmières de votre CLSC respectif. Et il y a aussi des ateliers au niveau du soutien pour l'allaitement par voyons, des groupes de soutien communautaires comme vous avez évidemment les groupes de soutien, qu'il y en a plusieurs dans différentes régions concernant l'allaitement. Nourrissource, qui en est un, et la Ligue de la laitier, qui est un deuxième. Le lever précoce, selon le type d'accouchement, évidemment, on essaie de vous faire lever le plus rapidement possible suite à un accouchement. Il faut bien comprendre qu'un accouchement sous épidural sera différent d'un accouchement régulier parce que l'épidural vous enlève la force dans vos jambes, donc on ne va pas vous faire lever rapidement. On va attendre que l'épidural soit complètement évacué et que vous puissiez ressentir la force dans vos jambes. Donc, habituellement, c'est quelques heures suite à votre accouchement qu'on va vous permettre de vous lever pour aller à la toilette. On s'attend à ce que vous fassiez une première miction à l'intérieur de 2 heures qui suit votre accouchement. Et c'est évident qu'on va essayer de vous amener à la toilette si vous ressentez la force dans vos jambes. Sinon, on va vous remettre sur la bassine. Et si vous avez malheureusement dû avoir un cathétérisme vésical, c'est-à-dire que vous avez un cathéter qui est inséré dans votre vessie parce que vous aviez une épidurale et que vous n'étiez pas capable d'aller uriner, à ce moment-là, évidemment, on est capable de voir combien d'urine s'écoule, mais on va vous l'enlever dans les heures qui vont suivre votre accouchement.
Le repos est bien important parce que vous avez travaillé très, très fort. Souvent, les femmes en fin de grossesse dorment moins bien aussi, par de multiples facteurs. Il faut bien comprendre qu'avec un nouveau-né, votre sommeil sera perturbé, c'est certain, et si vous allaitez, vous devrez allaiter votre bébé, à la demande, ce qui peut vouloir dire au moins d'allaiter, minimalement 12 fois par 24 heures. Alors, ça va vous demander une grande quantité d'énergie, d'où l'importance de vous reposer quand votre bébé dort, et on va en parler un petit peu plus loin. Les baby blues, dépression. Bon, les baby blues, c'est suite à votre retour à la maison. Habituellement, ces baby blues-là vont apparaître 3 à 5 jours après l'accouchement, et ce sont les journées où vous êtes à la maison. Les baby blues, ben, c'est qu'on se sent un petit peu dépassé, on regarde une annonce à la télé, on part à pleurer, on est très sensible, il paraîtrait que ça pourrait être dû au fait la chute hormonale suite à l'accouchement, mais il y a aussi, on sait qu'il y a certains papas qui vont aussi ressentir ce genre de baby blues-là à la maison, de par, comment je pourrais dire? C'est comme si c'était une grande vague d'émotions tellement intenses. On revient à la maison avec un nouveau-né, on doit s'en occuper 24 heures sur 24, donc c'est très, très, très exigeant mentalement et physiquement. Et c'est comme si ça faisait une immense vague en se demandant est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on va pouvoir le faire. Et ça ne dure pas longtemps. L'important, c'est que vous sachiez que ça existe, il ne faut pas vous en inquiéter et juste laisser passer cette vague-là. Quand on parle de dépression, la dépression postnatale, maintenant, c'est un petit peu plus tard, habituellement entre 3 et 6 mois suite à la naissance du bébé. On va remarquer chez les femmes qui rentrent dans une dépression postpartum, vraiment un manque d'énergie, vont avoir un faciès triste, pleurer souvent, se sentir dépassé souvent, donner la responsabilité du bébé aux gens autour de soi. Donc, si le partenaire est encore en congé parental, c'est le partenaire qui va faire tous les soins du bébé. La maman de plus en plus s'en détache. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment intervenir rapidement. Et c'est souvent les gens autour de la femme qui rentrent dans cette phase qui est pas très joyeuse qui vont s'inquiéter. Et on vous recommande à ce moment-là de contacter le médecin traitant de la femme qui vit finalement ces moments-là pour qu'on puisse avoir une consultation le plus rapidement possible. Il y a une médication qui pourra être offerte et d'autres soins à ce moment-là. Mais la dépression postpartum n'est pas un élément très fréquent comparativement au baby blues, mais il demeure qu'il faut être vigilant et il faut vraiment bien, bien cerner cette problématique-là si jamais on voit que madame va présenter certains symptômes. Sexualité et contraception. Évidemment, quand on vient d'accoucher, on veut pas tout de suite parler de sexualité, mais c'est important quand même de savoir. Le col de l'utérus va rester légèrement ouvert pendant au moins 2 semaines suite à l'accouchement. Donc, on veut éviter une pénétration par voie vaginale pour éviter les infections qui pourraient se localiser au niveau de l'utérus. Bon, maintenant, au niveau des points, des sutures et s'il y a déchirure ou s'il y a une épisiotomie, quelle que soit l'intervention, bon, on parle de 4 à 6 semaines, bon, 2 semaines pour une guérison, mais dépendamment si vous avez eu une déchirure ou une épisiotomie, on recommande vraiment d'attendre que vous ayez vu votre médecin suite à votre accouchement pour, habituellement, vous le voyez entre 4 et 6 semaines suite à l'accouchement pour vous examiner vous. Et on va être capable, suite à l'examen du médecin, de dire oui, OK, tout est beau, les points sont complètement fondus, la plaie est belle, et puis on vous donne le OK pour le retour aux relations sexuelles. Bon, ça, c'est le OK physique. Maintenant, il faut regarder le OK psychologique aussi. Au niveau de la contraception, il ne faut pas oublier que dès que vous recommencez à avoir une ovulation, il y a toujours un risque de fécondation même si vous allaitez. Alors, il faut faire attention. On sait que l'allaitement peut effectivement arrêter toute ovulation, mais il ne faut jamais oublier que l'ovulation, habituellement, est à peu près 14 jours avant vos menstruations. Et si votre bébé ne fait pas que téter votre sein, s'il prend une suce, s'il a déjà pris un biberon, il y a plusieurs facteurs qui pourraient faire en sorte que vous ovuliez sans le savoir, évidemment, et que si vous ne vous protégez pas au niveau des relations sexuelles, ben vous puissiez retomber enceinte rapidement suite à la naissance de votre premier bébé, ce qui n'est pas souhaitable, physiologiquement parlant. Donc, la sexualité, souvent, les femmes ne sont pas prêtes rapidement à reprendre les relations sexuelles, mais n'oubliez pas que la sexualité, ce n'est pas que des relations sexuelles, c'est l'affection, c'est la tendresse, c'est les attentions,
c'est les petits mots, le respect l'un de l'autre. Alors, c'est important pour autant le partenaire de prendre en considération tous ces éléments-là. Et évidemment, plus on attend, plus c'est difficile aussi. Un nouveau-né, c'est pas évident non plus d'avoir une intimité comme on avait auparavant. Alors, c'est l'adaptation à tout ça qui est importante et surtout le dialogue entre les deux partenaires. Maintenant, les soins au bébé qui vont être faits, vous allez avoir évidemment le contact peau à peau avec maman dès la naissance. On va mettre le bébé peau à peau avec vous. Alors, on va enlever votre soutien-gorge, on va enlever vraiment votre jaquette pour s'assurer que votre bébé est vraiment peau à peau avec vous. C'est ce qui va lui transmettre votre chaleur et va aider à diminuer, on appelle ça de l'hypoglycémie, donc un taux de sucre chez votre bébé qui serait trop bas. Alors, c'est la raison pour laquelle on va faire beaucoup de peau à peau. On va lui mettre un petit bonnet sur sa tête parce que la tête, c'est la partie du corps qu'on perd le plus de chaleur et une belle couverture chaude pour l'envelopper, pour s'assurer qu'il garde encore une fois sa chaleur. Vous savez, quand le bébé est encore dans votre utérus, votre corps, lui, est toujours autour de 37 Celsius, ou autour de ça. Habituellement, en accouchant, il est légèrement un petit peu plus élevé, mais votre bébé va sortir à cette température-là. Il faut bien comprendre que la pièce, elle, ne sera pas à 37 degrés, elle va être autour de 20, 21 degrés ou à peu près. Alors pour lui, ça va être très froid, ce qui fait qu'on veut le couvrir le plus rapidement possible. Dès sa naissance, même avant que le cordon soit coupé, on va lui avoir mis le bonnet et on va essayer, on va l'essuyer, on va enlever l'eau qui l'entoure, on va vraiment s'assurer de bien la sécher pour éviter qu'il perde la chaleur avec l'évaporation de l'eau qu'il y a sur le corps. C'est la raison pour laquelle on va bien l'essuyer dès qu'il est sur vous. On va l'identifier avec des bracelets au poignet et à la cheville du bébé et on va en donner un bracelet à maman et un bracelet à papa. On veut s'assurer vraiment que ce bébé-là n'ira pas ailleurs que dans vos bras à vous. Et c'est la raison pour laquelle c'est fait directement sur vous dès que le bébé naît, même avant que le cordon soit coupé. On va déjà identifier votre bébé avec ces deux bracelets-là. On va vous demander de les vérifier pour s'assurer que c'est les bons noms. Et on va inscrire sur ces bracelets l'heure à laquelle votre bébé est né. Et l'heure à laquelle le bébé est né, c'est l'heure à laquelle le corps au complet va être sorti et non pas juste la tête. C'est bien important. Il y a des gens qui pensent que quand la tête sort, on prend l'heure. Non, parfois, il peut y avoir quelques minutes de différence entre la tête et le reste du corps. Alors, à la minute que les orteils ont sorti du vagin, on prend l'heure et c'est l'heure à laquelle on va assigner l'heure de naissance. La première tétée va se faire définitivement immédiatement après la naissance, mais immédiatement après que le médecin habituellement ait terminé les points de suture s'il y en a à faire. Il faut bien comprendre que pendant qu'on est en train de faire les points de suture, s'il y en a, on n'est pas très confortablement installé. Et c'est important pour une première tétée de bien s'installer pour être confortable, faire en sorte que tout soit tranquille autour de soi, qu'on se donne tous les facteurs positifs pour être capable d'avoir une belle expérience et on va vous le faire, ne vous inquiétez pas, l'infirmière va vous installer, va vous donner de l'aide et vous pourrez à ce moment-là réaliser votre première tétée avec votre petit bébé dans vos bras. Évidemment que le bébé, on va prendre ses mensurations, on va prendre sa température et ses signes vitaux. On va tout faire ça dans les habituellement, là, température et signes vitaux, ça s'est fait au moment de la naissance, mais son poids va être pris assez rapidement dans l'heure qui va suivre la naissance. Parfois, on le prend dans la chambre directement, ce qui est habituellement le cas, et parfois, ça va être au module mère-enfant qu'on va le faire. Donc, tout ça va se faire à l'intérieur de l'heure qui suit la naissance de votre bébé. On va appliquer de l'onguent ophtalmique dans les yeux de votre petit bébé. Cet onguent-là, c'est pour prévenir les infections au niveau des yeux. Alors, c'est un petit antibiotique qu'on met, c'est un onguent, et on va le mettre habituellement 1 heure ou 2 après la naissance. Et je vous recommande fortement de regarder votre petit bébé à la naissance. C'est là où ses yeux vont être le plus ouverts, c'est là où il est le plus éveillé, c'est là qu'il regarde partout, il entend les bruits, il entend les sons. Il vous voit, mais il faut vraiment rapprocher votre bébé à environ 12 pouces de votre visage pour vraiment qu'il soit capable de voir vos traits. Il reconnaît votre voix, donc profitez-en pour lui parler, le regarder, parce qu'après ça, habituellement, ils vont tomber dans un état plus de sommeil et c'est plus difficile de voir les beaux grands yeux ouverts de vos petits bébés d'amour. L'injection de vitamine K, c'est une injection qui se fait dans le muscle de la jambe. La vitamine K, c'est une vitamine que votre bébé n'a pas vraiment en quantité suffisante et c'est cette vitamine-là qui aide à la coagulation du sang. Et comme on ne veut pas qu'il y ait d'hémorragie de quelque sorte que ce soit pour un nouveau-né, on va s'assurer de lui en donner au moment de sa naissance. Donc ça aussi, c'est fait dans les heures qui vont suivre.
la naissance, habituellement plus au module mère-enfant quand il y a on doit déménager ou on doit amener madame au module mère-enfant. Et dans les endroits où c'est tout ensemble, chambre de naissance et module mère-enfant, tout est dans la même chambre, bien, ça sera fait au même endroit. Prélèvement sanguin, on va prélever du sang à votre petit bébé au niveau du talon pour évaluer son taux de sucre et autres. Alors, c'est fait ça aussi dans les heures qui vont suivre la naissance. Tout se fait dans la chambre avec vous, donc vous allez tout voir comment on fait ça. Mais les prélèvements sanguins au niveau du talon sont un petit peu sensibles au niveau pour le bébé et c'est ce qui fait que vous allez avoir un petit bébé qui va sûrement pleurer au moment de ces prélèvements-là. Mais comme ça ne dure pas longtemps, et il va être capable de bien se consoler par la suite. On essaye de lui faire, si c'est possible, pendant que vous allaitez, sinon, on le fait en dehors de l'allaitement. Le premier bain va être donné dans les heures qui vont suivre la naissance aussi. Habituellement, tout ça va être fait en présence du partenaire si possible pour qu'on puisse vous le montrer à tous les deux. Si maman est trop fatiguée, on va le montrer à papa. Et sinon, on va le montrer aux deux sans problème. Et tout ça est fait à l'intérieur de votre. Bon, là, vous allez revenir à la maison et au moment du retour à la maison, vous allez avoir un appel téléphonique pour un suivi postnatal. Ce suivi téléphonique-là, il est fait par votre CLSC de la résidence où vous demeurez et non pas de l'hôpital où vous avez accouché. Alors, exemple, si vous accouchez à la Cité de la Santé, mais que vous demeurez à Blainville, c'est le CLSC attitré à Blainville qui devra faire la visite puisque vous demeurez à Blainville. Si jamais vous accouchez à la Cité de la Santé, mais que vos parents demeurent à Laval et que vous allez rester avec votre maman et papa pour une semaine suite à l'accouchement de votre bébé, mais vous demeurez encore une fois à Blainville, il faudra le dire au moment du départ de l'hôpital que vous vous en allez chez vos parents qui demeurent à Laval. Donc, à ce moment-là, tout sera transféré au CLSC de l'adresse de vos parents pour qu'on puisse faire la visite postnatale qui se fait habituellement dans les 24-48 heures suite au départ de l'hôpital pour votre bébé. Alors, ça, c'est très important, mais on va tout vous expliquer ça au moment du congé de l'hôpital. Bon, la recherche d'un médecin pédiatre, ça, on aime bien que vous regardiez ça même pendant que vous êtes enceinte parce que c'est pas facile de trouver un médecin qui va faire le suivi de votre bébé. Parlez-en à votre médecin traitant présentement. Est-ce que lui ou elle fait le suivi des nouveau-nés? Souvent, non. Alors, il faut vraiment vérifier ça. Et sinon, est-ce qu'ils ont une référence à un médecin qui pourrait faire le suivi de votre bébé au moment après sa naissance? Donc, ça, c'est important. Regardez les gens que vous connaissez, est-ce qu'ils ont des médecins qui prennent encore des bébés? On a aussi des GMF qui, de plus en plus, vont prendre aussi des bébés. Donc, il faut vraiment s'informer de ça pendant que vous êtes encore enceinte. La vaccination de votre bébé est importante aussi et la vaccination de vous-même, madame. Alors, on a deux recommandations. Première chose, votre bébé, le premier vaccin se donne habituellement à 2 mois de vie. Vous allez avoir probablement la visite d'une infirmière dans votre chambre si vous accouchez à Cité de la Santé qui va venir vous parler de la vaccination. Si vous accouchez ailleurs, on vous recommande immédiatement au moment du retour à la maison de prendre rendez-vous au CLSC qui dessert votre domicile pour le vaccin de 2 mois qui est très important. Pour les femmes enceintes, on recommande aussi une vaccination entre 26 et 32 semaines de grossesse pour vous prévenir contre la coqueluche. La coqueluche qui est une maladie transmissible par les gouttelettes, des gouttelettes de salive ou autre. Et chez les nouveau-nés de 0 à 2 mois, comme il n'y a pas de vaccin qu'on donne avant 2 mois, il y a parfois des nouveau-nés qui ont attrapé la coqueluche, malheureusement. Et quand on donne le vaccin à la maman, ce qui arrive, c'est que la mère va faire des anticorps et le transmettre au niveau de son placenta, ce qui va faire en sorte que le bébé va avoir des anticorps de par cette transmission-là au moment de sa naissance. Donc, ça va le protéger pour au moins les 2 premiers mois jusqu'à temps qu'il ait son premier vaccin. C'est la raison pour laquelle on recommande la vaccination des femmes enceintes. Il n'y a aucun danger. C'est un vaccin qui est inactivé. C'est vraiment pour augmenter le taux d'anticorps chez le nouveau-né. Les sièges d'auto maintenant, très important. Maintenant, on ne penserait plus à sortir un bébé de l'hôpital sans qu'il soit dans son siège d'auto, mais définitivement que c'est quelque chose à vraiment bien tenir en compte. Donc, on va vous demander d'amener le siège d'auto dans la chambre avant votre départ. On veut voir comment vous allez installer votre bébé dans le siège d'auto.
Il y a plusieurs organismes qui s'occupent de bien s'assurer que votre base de siège d'auto est bien attachée dans votre voiture, ou vous pouvez la faire vérifier. Il y a plusieurs endroits qui peuvent vérifier le siège d'auto. Donc, vous informez-vous au niveau de la police communautaire de votre quartier ou au CA Québec aussi, ou à votre centre hospitalier où vous allez accoucher. Il y a parfois, je sais qu'à la santé, il y a certains gardiens de sécurité qui ont été formés pour la vérification, mais il faut toujours prendre un rendez-vous. Alors, informez-vous partout si vous désirez que tout ça soit vérifié avant que vous installiez votre bébé dans le siège d'auto. Sinon, si vous avez des bonnes indications et que vous êtes capable de le faire vous-même, ben, c'est ça l'important, mais il faut qu'il soit vraiment bien attaché à l'intérieur de l'habitacle de l'auto. Bon, maintenant, on arrive à l'adaptation à la parentalité. L'importance, comment c'est important au moment d'accoucher, l'adaptation à la parentalité. Donc, première des choses, la transition à la parentalité se déroule sur une période qui va débuter pendant que vous êtes enceinte et qui va se terminer quelques mois après la naissance de l'enfant. Il faut bien comprendre que devenir parent là, pour la première fois, c'est un événement majeur dans la vie. Il n'y a rien de plus important que d'avoir un enfant. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont être plus difficiles après la naissance. Et ce qui est le plus difficile, c'est le manque de temps pour se reposer pour soi. Ça, vous en aurez pratiquement plus. La fatigue est très importante puisque vous ne dormez pas autant que vous aimeriez. N'oubliez pas qu'un bébé, ça se réveille. Et même si un des parents se lève, l'autre va être réveillé par les pleurs, veut pas. Donc, c'est important que le jour, si vous êtes capable de dormir en même temps que votre bébé, que vous le fassiez. Vraiment important. Et vous évitiez d'avoir trop de visites dans la première semaine de vie de votre bébé pour vraiment prendre soin de vous et bien vous reposer. Évidemment, les inquiétudes sont là-dedans. On se demande toujours si on fait bien les choses, si le bébé est correct, s'il dort trop, s'il dort pas assez, s'il pleure beaucoup, qu'est-ce qu'il y a. On se questionne toujours. C'est tout à fait normal. Et tout ça fait en sorte de brûler beaucoup d'énergie et c'est pour ça qu'on va être vraiment fatigué, autant physiquement que psychologiquement. On peut aussi se sentir dépassé par les soins et l'attention qu'il faut donner à un nouveau-né, puisque c'est 24 heures sur 24. On l'adore, ce bébé-là, mais il y a parfois un ressentiment, là, un mélange d'émotions qui va aller à je suis tellement heureuse, à mon Dieu, je vais être capable. C'est tout à fait normal de varier à l'intérieur de toutes ces émotions-là. Moi, je dis toujours, si les gens vous demandent qu'est-ce qu'ils pourraient vous donner en cadeau pour souligner la naissance de votre bébé, la première chose, ça serait de demander aux gens de vous faire des petits plats. Donc, pâté chinois, pâté à viande, ce que vous aimez. Congeler tout cela pour que vous puissiez, au moment de la naissance, la première semaine suite à la naissance du bébé, pouvoir utiliser ces beaux plats-là afin de prendre du temps pour vous et non pas juste de cuisiner. Alors, c'est important de bien manger aussi quand on allaite, aussi pour l'énergie. Donc, si vous avez tous ces petits plats-là dans votre congélateur, c'est facile autant pour vous que pour votre partenaire de sortir le plat, de le mettre au four ou au micro-ondes et vous avez à ce moment-là un bon repas rapidement fait et vous n'avez pas à vous casser la tête. Donc, ça peut être des mets, des plats pour les repas, mais ça peut être aussi des muffins nourrissants, ça peut être des smoothies qu'on congèle. Enfin, il y a plusieurs façons de faire pour pouvoir vous donner un répit, mais en vous apportant des petits plats. L'autre chose qu'ils peuvent faire, c'est venir faire votre lavage, venir faire votre ménage. Donc, au lieu de dire, ben, je vais prendre soin du bébé puisque c'est vous qui devez allaiter, madame, puis monsieur, ben, il a d'autres choses à faire, entretenir la maison et autres. Donc, ça peut être aussi un bel exemple d'avoir de l'aide. Ou aller prendre une marche avec le bébé où vous allez pouvoir vous reposer à ce moment-là et essayer de dormir peut-être une demi-heure ou une heure, le temps que la personne soit partie faire une marche à l'extérieur avec le bébé. Ça va modifier beaucoup vos habitudes et votre style de vie, c'est certain. Alors, si vous étiez habitué le matin à prendre ça tranquillement, à regarder le journal ou à écouter les nouvelles, maintenant, avec un petit bébé, on peut le faire aussi, mais il va être assis à côté de vous, c'est certain. Alors ça, c'est important d'en tenir compte et il ne faut pas vous en faire. Le temps va faire en sorte que vous allez vous habituer à ce. Comment vous pouvez vous préparer au changement de la relation de couple? C'est sûr que la première chose, c'est discuter ensemble de vos attentes au niveau de la parentalité, puis discutez-en aussi avec vos amis et vos familles, votre famille.
Faut revoir vos méthodes de communication parce que parfois, malheureusement, la façon de communiquer entre un couple n'est pas toujours la meilleure et au moment de la naissance d'un enfant, vous devenez un trio, vous êtes plus un duo et souvent, c'est là que ça accroche. La communication n'est pas à son meilleur et on garde des ressentiments intérieurs et c'est là que c'est un peu plus difficile. Le partage des tâches ménagères qui va être à revoir et prévoir des moments de répit pour le couple, ça c'est très important parce qu'avoir un bébé, c'est très exigeant, ça demande beaucoup et d'être une maman puis un papa en tout temps, c'est bien, mais c'est important aussi qu'on redevienne un couple de temps en temps. Alors, les gens que vous avez bien confiance pour avoir un moment de répit en couple, peut-être pas dans la première semaine de vie du bébé, parce que c'est important que vous appreniez à être des parents, comme n'importe quoi. C'est la première fois que vous allez avoir un petit bébé dans vos bras. Alors, c'est important de faire vos propres expériences, mais d'aller chercher des informations ou des conseils de la part des gens autour de vous. Faites attention de ne pas prendre des conseils de trop de monde, ça va tout vous mélanger. Référez-vous souvent au mieux vivre. Dans ce petit calepin, un petit livre, il y a beaucoup d'informations au niveau de de prendre soin d'un nouveau-né, mais aussi d'avoir quelqu'un à qui vous avez confiance, que vous pouvez vous référer. Et évidemment, d'aller discuter des inquiétudes que vous avez avec d'autres parents. Des fois, ça fait du bien d'en parler, ou sinon, ou avec des professionnels de la santé. Oubliez pas aussi, moi je parle toujours à ce moment-ci de la prévention du bébé secoué, c'est quand on est très, très fatigué, qu'on devient vraiment irritable parce qu'on a un petit bébé qui pleure beaucoup et euh, si vous avez un bébé qui pleure beaucoup, c'est très, très exigeant au niveau psychologique et physique. On ne dort pas beaucoup, on comprend pas pourquoi il pleure, on se dit on a changé sa couche, on l'a alimenté, on l'a bercé, et ça continue, ça continue. Souvent, c'est beaucoup dans les semaines qui vont suivre la naissance. Alors, un bébé secoué, c'est souvent quelqu'un qui a pas écouté son thermomètre de la colère, c'est-à-dire qu'on a pété, j'appelle ça le thermomètre, on est allé trop loin et là, on prend le bébé, on le brasse et il est trop tard. Alors, quand vous sentez l'irritabilité monter en vous, que vous sentez que là, ça vous énerve au plus haut point, que vous ne savez plus quoi faire, vous avez le goût juste de pleurer, de crier ou de faire quoi que ce soit, allez mettre votre bébé dans son lit, fermez la porte, il ne va pas mourir, là, même s'il pleure encore quelque temps. Et vous, allez vous réfugier soit dans la toilette, la chambre de bain, vous asseoir sur la toilette, partir la douche pour ne plus l'entendre. Appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un pour venir vous aider. Ne restez pas toute seule. Habituellement, on est seul quand ça arrive. On n'est pas deux parce que quand on est deux, l'autre va prendre la relève. C'est rare que les deux, que le thermomètre de la colère va péter en même temps. Donc, c'est important d'avoir toujours quelqu'un pour venir vous aider. Donc, rapidement, appelez quelqu'un. Sortez de la maison s'il le faut. Si vous êtes vraiment dans une irritabilité aussi grande, fermez la porte pour plus entendre votre bébé et appelez encore quelqu'un pour venir vous aider ou décompresser jusqu'à temps que vous sentiez que votre irritabilité, elle est vraiment descendue au plus bas. Alors ça, c'est bien, bien important. Ça n'arrive pas que dans les pas bonnes familles. Le bébé secoué, ça arrive dans n'importe quel type de famille. Il n'y a pas du tout de critères spécifiques à ce que des parents brassent leur bébé, à part ce que je viens de vous expliquer. Alors, c'est sûr que quand on parle d'un bébé qui pleure beaucoup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider s'il pleure énormément? Alors, vous avez tout un listing de ce qu'on peut faire avec un petit bébé s'il pleure trop. Je pense que vous êtes capable de le lire comme moi et c'est drôlement important de commencer à tout voir à ses besoins de base. Donc, chaud, froid, faim, couche souillée, le prendre dans vos bras. Inquiétez-vous pas, on ne peut pas gâter un bébé en le prenant dans ses bras, jamais. Le mettre peau à peau, donc ça va lui donner de la chaleur et s'il pleure beaucoup, est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes digestifs? Est-ce que c'est parce qu'il s'ennuie? Est-ce que, bon, etc. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un bébé pleure. Le couvrir d'une couverture douce, mettez-le dans la sécheuse, la couverture, pour qu'elle soit plus chaude, enveloppez-le à l'intérieur de la couverture, diminuez l'intensité de la lumière, chantez-lui une chanson, parlez-lui, mettez de la musique, bercez-le, changez-le de position, promenez-le, soit dans votre porte-bébé, dans une poussette ou en voiture. Donnez-lui un bain ou même prenez un bain avec lui, immergé dans l'eau chaude comparativement à un bain où la moitié du corps est sorti puis il peut avoir des petits frissons, ça n'aidera pas. Si vous l'immergez dans le bain avec vous, évidemment, la tête est sortie, hein, j'espère bien qu'on se comprend bien là-dessus, mais qu'il puisse flotter dans l'eau chaude avec vos mains autour de lui, qui va le rassurer, ça aide énormément et ça peut diminuer ses pleurs, ça c'est certain.
Maintenant, comment vous pouvez développer un lien affectif avec votre bébé pendant la grossesse et après la naissance? Bien, durant la grossesse, on touche le ventre de maman, on prépare la chambre de bébé, on lui parle, on l'appelle par son nom si vous lui avez donné son nom, on fait des lectures sur le développement de l'enfant, on s'informe, on regarde le mieux vivre avec le mieux vivre qui est très, très complet en termes d'information. Et si vous êtes capable de prendre des cours prénataux, c'est ce que vous êtes en train de faire finalement, mais par visuel, ben ça aussi, veut pas, ça vous donne une source d'information qui est très importante. Après la naissance, on en a parlé, le contact poids-peau, vous engagez dans les soins du bébé, les deux, donc pas juste maman, mais papa aussi. Répondre aux besoins de votre bébé qui sont multiples, évidemment. Lui parler doucement, le consoler, interagir avec votre bébé aussi. Quand on parle un peu bébé, mais les bébés aiment bien ça, les intonations de voix chez les nouveau-nés. Ils sont très sensibles à ça. Alors que vous parliez un peu gaga, guigui, ces bébés-là vont réagir vraiment très, très positivement à ce genre de gazouillis-là. Et c'est ce qui est important dans tout ça. Maintenant, il y a des endroits qui pourraient vous aider, donc les ressources que vous pourriez solliciter avant l'accouchement pour vous soutenir après la naissance. Bien évidemment, votre famille est très importante, vos amis. Il y a des groupes de soutien qui existent. Informez-vous dans votre communauté. Les organismes communautaires, vous pouvez signaler de 2 à 1 et on va vous donner vraiment tous les endroits où vous pouvez aller avec votre nouveau-né. Évidemment, la ligne parent qu'il ne faut jamais négliger parce que c'est vraiment important. Et à ce moment-là, ben, vous pouvez avoir de bonnes ressources considérant les demandes que vous aurez à faire. J'espère ce petit volet vous aura aidé au niveau de la venue de votre bébé. Profitez de votre bébé. Dites-vous bien qu'être parent, ça s'apprend. On n'est pas parent au moment où le bébé naît sur notre ventre. On le devient, on l'apprend. On l'apprend aussi par des erreurs, par des réussites. Donc, gênez pas d'aller chercher de l'information, c'est bien important. Et ce qui suit sera les questions les plus fréquemment posées. Alors, combien de temps un bébé peut-il rester dans la chambre des parents pour dormir? Quand on parle de ça, souvent j'ai cette question-là pour les parents qui veulent garder leur bébé dans la chambre, dans leur petit lit, et puis là, ils me demandent toujours à quel âge je devrais le transférer. Donc, ben, il n'y a pas d'âge vraiment. Vous savez, le cododo, quand on parle de cododo, il y a deux façons. Soit que le bébé est dans son lit, dans sa petite couchette à côté, donc, il est complètement isolé de vous par le fait que sa couchette a quatre côtés. Ou le cododo, qui est des genres de lits qu'on met à côté du lit parental, puis il va avoir une genre de protection sur trois côtés et le matelas du bébé va tomber avec le matelas des parents. Alors, le bébé n'est pas couché sur votre matelas, mais bien couché sur son propre matelas, mais le bébé est complètement collé sur le vôtre, ce qui fait que quand on doit allaiter, ben, il est déjà juste à côté, on a juste à le prendre, on n'a pas besoin de se lever. Vous pourrez regarder sur Internet ce genre de lit-là, on appelle ça du cododo. Alors ça, il faut vraiment bien comprendre que c'est à la discrétion des parents. Éventuellement, votre bébé va être trop grand pour être dans ce genre de petite couchette-là à côté de vous, mais il y en a qui vont le transférer dans la couchette habituelle, mais encore une fois dans la chambre. Si vous trouvez que ça diminue votre intimité, que vraiment ça vous empêche de bien dormir, parce que les bébés font beaucoup de bruit pendant qu'ils dorment, là, au niveau respiratoire, au niveau buccal aussi, ils vont émettre des sons mais pourtant, ils dorment très, très bien. Alors, c'est peut-être plus important à ce moment-là de le transférer dans sa propre chambre, mais il n'y a pas de temps spécifique par rapport à ça. Les parents sont les maîtres d'œuvre là-dedans, mais c'est bien important que vous en parliez avec votre conjointe et que vous vous assuriez que tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde considérant si le bébé reste ou non dans la chambre. Est-ce qu'un bébé doit prendre un bain à chaque jour? Vous savez, le bain pour le bébé, c'est pas un bain pour le laver, parce qu'à chaque fois qu'il fait une selle ou une urine, on va le nettoyer avec des lingettes ou avec une débarbouillette. On va bien l'assécher après pour être sûr que la peau reste toujours saine. Mais le reste du corps n'est pas très sale. C'est pas un bébé qui rampe à terre encore. Il prend rien dans ses mains ou dans ses doigts à part vos mains, vos doigts. Donc, oui, le bain sert surtout à la relaxation, à faire en sorte d'avoir un moment de relaxant durant sa journée. Alors, ça ne doit pas être moi, je pourrais dire ça, une corvée de faire le bain. Il ne faut pas que votre bébé pleure à s'époumoner à chaque fois qu'il prend un bain. C'est important que ça devienne vraiment un temps d'arrêt, un temps de relaxer, de bien se détendre pour votre bébé et de jouer aussi avec lui. Donc, parce que le bain devrait toujours être très agréable. Alors, non, c'est pas nécessaire qu'il le prenne à chaque jour.
Surtout si votre bébé n'aime pas prendre un bain, je vous recommande à ce moment-là de prendre le bain avec lui dans le grand bain pour l'aider à s'acclimater. Mais les petits bains, souvent, on va le mettre dans le lavabo, on va prendre un tout petit bain. Il n'est pas très immergé, donc il peut avoir froid. Ça peut être pour ça aussi qu'il n'aime pas prendre le bain. Mais le bain est vraiment là pour le jeu et la relaxation. Quelle est la température idéale pour une chambre de bébé? Bon, ça, souvent, j'ai plusieurs questions à ce niveau-là. Ben, il faut bien comprendre que la température devrait être que votre température habituelle est dans votre maison. Alors, si vous tenez votre maison habituellement à 20, 21 ou 22 degrés Celsius, ben, la chambre du bébé devrait être la même. Donc, il faut juste l'abrier bien, l'emmailloter parce qu'un nouveau-né perd sa chaleur facilement. Elle perd aussi de par la tête. Alors, dans les premières semaines de vie, on va souvent vous recommander de garder un bonnet sur la tête de votre bébé et de bien l'emmailloter pour le dodo. Mais quand votre bébé va avoir vieilli à un mois, 2 mois, 3 mois, souvent, il va lui-même se défaire de ses couvertures parce qu'il bouge beaucoup et il va s'habituer avec la température. Si la température de la chambre est trop chaude, ça fait en sorte que votre bébé va utiliser beaucoup de sa... Il va s'endormir, et là, il va utiliser son sucre qui peut devenir en hypoglycémie, ce qui fait qu'il ne se réveille pas facilement. C'est important de garder une température vraiment habituellement là, plus dans la normalité entre le 20 et 22 degrés Celsius. Je vous dirais, puis sans l'augmenter là, parce que quand c'est trop chaud. Mais quand vous donnez le bain au bébé, ça c'est une autre histoire. Si vous donnez le bain dans la chambre de bain, montez la température à peut-être 25, là, juste le temps que vous donnez le bain pour éviter qu'il soit en frisson et redescendez votre température par la suite. Mais pour dormir, c'est sûr qu'on aime mieux que votre bébé soit dans un environnement qui est plus facile au niveau respiratoire et qui soit bien emmailloté pour éviter une perte de chaleur de sa part. Alors, en espérant que ces petites réponses vous aideront dans la compréhension de ce qu'on doit faire pour la température. Merci.